le consentement, plusieurs études montrent que le consentement est une protection de moins en moins efficace à l'ère où, de toute façon, il y a beaucoup de données déjà disponibles et que ces données-là servent à faire des prédictions à l'insu des personnes. Repère avec Louis-André Richard. Sylvain Auclair, ou Comment penser l'intelligence artificielle en fonction de la protection de la vie privée. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, nos données sont traitées et recoupées pour devenir une source intarissable de renseignements livrés sans vergogne aux mains des maîtres du numérique. Comment assurer une protection adéquate de notre vie privée? Sylvain Auclair, doctorant en philosophie, nous aide à cerner les contours d'un environnement éthique touchant à ces questions délicates. Bonne écoute! Sylvain Auclair, merci de vous prêter à la conversation dans le cadre de ce balado. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie au niveau collégial et que vous menez à l'heure actuelle une recherche doctorale, je dirais d'abord et avant tout sur la question de l'impact de l'intelligence artificielle dans la vie citoyenne. Alors, je vais vous laisser, dans un premier temps, présenter un peu ce qui est le cœur de votre recherche, puis je vous demanderai en même temps, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la question de l'intelligence artificielle en interaction avec la vie humaine, puisque vous êtes prof de philo. Merci beaucoup, professeur Richard. Donc, oui, je m'intéresse aux enjeux de l'intelligence artificielle pour l'être humain, pour la société. Puis ce qui m'a amené à m'intéresser à l'intelligence artificielle, c'est lors d'une conférence où j'ai pris connaissance des impacts que l'intelligence artificielle pouvait avoir sur la vie humaine, puis à quel point c'est une technologie qui soulève des questions fondamentales. Donc, pour le philosophe que je suis, c'était des questions qui étaient vraiment importantes, cruciales, puis qui avaient un impact sur la société. Pour simplifier, je dis souvent que l'éthique, c'est réfléchir ce qui est souhaitable à travers ce qui est possible. Donc, l'intelligence artificielle nous donnait de nouveaux possibles auxquels il fallait penser pour se dire, bien, à travers ces possibles-là, qu'est-ce qui est souhaitable? Souhaitable au nom des valeurs humaines, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en pratique? Qu'est-ce qui nous rejoint comme notre conception de la vie bonne, comme conception d'une vie autonome. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis intéressé aux enjeux là, de l'intelligence artificielle et ce que ça soulève par rapport à la vie privée. Et c'est possible, j'imagine qu'une des raisons qui vous a poussé, c'est que c'est décuplé, c'est multiplié, ça s'offre à nous de façon spectaculaire. En tout cas, du moins, c'est l'impression que le profane peut en avoir. Là, on se retrouve devant un horizon de possibilités qui n'a jamais été égalé à ce jour, non? Oui, mais même de nouveaux possibles. C'est pas juste une augmentation. Je vais donner un exemple. Là, ce qui m'intéresse, c'est les outils d'intelligence artificielle, mais d'analyse prédictive. L'analyse prédictive, c'est un type d'analyse donc des outils d'intelligence artificielle qui partent des données dont on dispose déjà. Et c'est des puissants calculs pour trouver des liens entre les données, ce qu'on appelle des schémas ou des patterns en anglais, des corrélations. Et sur la base de ces corrélations-là, de pouvoir prédire, de pouvoir faire des prédictions pour le futur. Puis on s'est rendu compte que ces outils-là pouvaient même prédire des traits personnels ou qu'on jugeait intimes sur les personnes. Je donne quelques exemples. Les recherches du psychologue américain Michael Kosinski, qui est à l'université Stanford, a montré que seulement en analysant les j'aime, les likes sur Facebook, les j'aime qu'on publie, on pouvait prédire des traits personnels sur les habitudes de vie, les croyances religieuses, les idées politiques et même l'orientation sexuelle des gens. D'autres études ont montré qu'on peut deviner, donc inférer, prédire l'état dépressif ou des états intérieurs sur la base tout simplement des publications ou des sites qui ont été consultés. Et ça, c'est un peu nouveau. Les enjeux de vie privée auparavant, c'était il y a des informations jugées personnelles que la personne détient. Et là, il y a un enjeu ou une violation de la vie privée si je m'empare d'une façon ou d'une autre de ces informations-là. Ce que soulèvent
des enjeux là, des nouveaux outils, là, l'analyse prédictive, c'est la capacité de deviner ces mêmes informations-là, jugées personnelles et intimes, sur les personnes à partir de données qui, en apparence, semblent anodines, semblent insignifiantes, comme les j'aime sur Facebook. Ça, c'est un peu nouveau. Donc, c'est ce pouvoir-là, quand je dis de pouvoir nouveau, les nouveaux possibles, que donnent les outils d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est fiable, ça? C'est-à-dire le résultat de la prédiction, j'imagine que c'est évalué. J'ai l'impression d'être dans le monde des actuaires. Hein? Si je voulais prendre une image d'activité qu'on connaît déjà, on pourrait donc m'enlever à mon insu, si je comprends bien, à cause de récolte de données qui sont très, très extérieures à ce qu'on cherche à établir. On pourrait décrire ce que je suis d'une certaine façon, je répète à mon insu, par le fait qu'on étudie mon comportement de consommateur et tout et tout. Est-ce qu'on a étudié l'efficacité de ça? Est-ce qu'on remet ça en question ou pas? Les outils d'intelligence artificielle, d'analyse prédictive, c'est toujours avec un certain pourcentage d'erreurs. Donc, c'est pas 100% fiable, mais ça l'est de plus en plus. Donc, les recherches de Kosinski datent de plusieurs années et les récentes recherches montrent que les outils se perfectionnent, puis on a aussi plus de données sur les gens. Donc, meilleurs outils, plus de données. Donc, on a des performances de systèmes qui sont supérieures, mais ça reste toujours de la probabilité. Il faut se rappeler aussi qu'on est dans le domaine de la corrélation. Donc, on fait des liens entre les données, mais ce n'est pas de la causalité. Donc, il n'y a pas de lien direct. C'est un autre niveau conceptuel. Et donc, comme on est dans les corrélations, il y a toujours ce risque d'erreur-là. Mais quand même, pour les enjeux de vie privée, même si ce n'est pas 100% fiable, c'est quand même utile, puis ça peut orienter des décisions, ça peut mener à des enjeux. Je donne un autre exemple. Il y a plusieurs années, la compagnie Target, donc qu'on connaît bien, a voulu développer un algorithme capable de prédire à quel moment une femme devient enceinte. Parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'une femme devient enceinte, ses achats changent. Donc, elle achète des produits pour femme enceinte, pour son bébé, etc. Et donc, si on pouvait deviner à quel moment une femme devient enceinte, on pourrait lui acheminer de la publicité ciblée pour femme enceinte. Donc, ça serait très profitable. Et ça a tellement bien fonctionné. L'histoire raconte que c'est le journaliste Duing là, qui raconte ça, là, que un père au Minneapolis arrive chez Target puis demande à voir le gérant pour dire comment ça, vous envoyez de la publicité ciblée à ma jeune fille qui est encore au lycée, puis ça n'a pas de sens, au high school, là, ça n'a pas de sens, vous allez l'inciter à devenir enceinte, le gérant ne comprend pas trop, s'excuse. Or, le père revient quelques jours plus tard pour dire j'ai une discussion avec ma fille et j'ai appris qu'elle était enceinte. Donc, ça a peut avoir des conséquences donc, réelles, même si ce n'est pas 100% fiable. Mais c'est un exemple très, très évocateur, très clair. En quoi ce que vous nous décrivez là constitue un enjeu quant à la protection de la vie privée? Très bonne question. Ça soulève un enjeu parce qu'actuellement, les systèmes de protection de la vie privée en Amérique, en Europe aussi, entre autres, sont basés sur le contrôle individuel. En Europe, on parle beaucoup d'autodétermination informationnelle. Bref, ça repose sur... La vie privée est protégée par le biais du consentement. Donc, c'est le contrôle de l'individu. Donc, c'est à lui qui revient la décision de ce qu'il partage, ce qu'on peut collecter à son égard. Or, les outils d'analyse prédictive, c'est un enjeu parce que l'individu n'est pas toujours au courant des données qu'on récolte. Et donc, n'est pas toujours au courant, puis ça peut se faire à son insu, des inférences, donc les prédictions qu'on fait à son égard, et prendre des décisions. Donc, j'ai donné l'exemple de Target, mais il y a beaucoup d'intérêt en assurance pour les compagnies, pour utiliser l'analyse prédictive, pour essayer de prédire un peu des comportements plus risqués ou la santé des gens, pour savoir si on les assure ou pas. Au niveau des embauches aussi, on peut deviner des choses et donc on peut deviner beaucoup d'informations sans que les gens soient nécessairement au courant. Parce qu'on prend souvent des données qui sont déjà publiées, qui sont insignifiantes ou anodines, prises séparément. Donc, si on se fie seulement sur le contrôle individuel,
le consentement, plusieurs études montrent que le consentement est une protection de moins en moins efficace à l'ère où, de toute façon, il y a beaucoup de données déjà disponibles et que ces données-là servent à faire des prédictions à l'insu des personnes. Alors, je vous arrête pour être bien sûr de comprendre. Oui. La protection devient inefficace parce qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas consentir individuellement à toutes les informations qu'on fournit en grande partie malgré soi. Oui, c'est en fait de plus en plus difficile. C'est ça. Puis j'ajouterais que ça, c'est une raison. Donc, les limites du contrôle individuel à bien protéger les données. Mais ce que révèle aussi l'analyse prédictive, c'est que certains parlent d'une causalité ou d'une forme de prise en charge ou un effet collectif. Je m'explique. Oui, oui. Auparavant, en fait, ça a toujours été reconnu que la publication d'une personne peut avoir des impacts sur d'autres personnes. Donc, si je publie une image, une photo sur laquelle se trouvent d'autres personnes sur les réseaux sociaux, bien, ça peut révéler des informations sur les autres. Alors, avec l'analyse prédictive, puis je vais prendre l'exemple là, des travaux de Kosinski, prenons sur Facebook un faible pourcentage des personnes qui publient leur orientation sexuelle. Donc, on sait que ce groupe de personnes-là ont telle orientation sexuelle. On va prendre les outils d'analyse prédictive, d'intelligence artificielle, et on va scruter l'ensemble de leurs publications pour voir c'est quoi la corrélation. Est-ce qu'on peut faire une corrélation? Puis c'est comme ça que Kosinski, le chercheur à Stanford, s'est aperçu que les j'aime que les gens publient peut servir à deviner l'orientation sexuelle. Donc, quand je parle d'un faible pourcentage, bien, je pense qu'on est rendu à 2 milliards là, d'abonnés Facebook à travers donc, c'est ça à travers la planète. Il y a un faible pourcentage des gens de Facebook qui publient de l'information. Cette information-là sert à entraîner des algorithmes d'analyse prédictive qui, après, peuvent être utilisés pour tous les utilisateurs de Facebook. Donc, on est loin de je publie une photo puis ça a des impacts sur les gens. C'est que maintenant, ce que chacun individuellement publie sur les réseaux sociaux peut être utilisé pour entraîner des algorithmes qui, à leur tour, peuvent deviner ou permettre de deviner des informations jugées personnelles et sensibles sur les gens. On n'aurait pas le goût nécessairement de communiquer. Là. Voilà. Ce que je souhaite démontrer avec mes recherches, c'est que non seulement la protection de la vie privée, il y a des limites si on se fie seulement au contrôle individuel, mais que, en plus, la protection de la vie privée, c'est un enjeu collectif. C'est un enjeu qui nous concerne tous. Ce que chacun publie a des impacts sur les autres. Donc, d'où cette façon de voir ou de concevoir la vie privée, la protection de la vie privée à une échelle plus... Il y a une nouvelle figure, si je peux dire, de la responsabilité là-dedans, en fait. Tout à fait. La responsabilité individuelle, mais vue dans son impact sur la collectivité, sur la société en général. C'est ça le monde des inférences, hein, pour faire la distinction avec les faits eux-mêmes, les informations brutes que je peux publier, consentir ou non à divulguer, puis les liens, les corrélations qui vont être faites par la machine, en fait. Exactement, sur d'autres informations. Oui. Il y a des faits sur la personne, mais que je peux deviner maintenant à partir d'autres informations qu'on dit auxiliaires ou qui sont déjà publiées. Donc, c'est une autre façon d'accès. C'est vraiment un mode d'accès à l'intériorité des gens de façon détournée. Et c'est contre ce mode d'accès-là que la protection de la vie privée actuelle, les cadres actuels sont mal équipés. D'où l'idée de repenser ça, d'où le rôle, je pense, du philosophe, de dire, bien, comment penser la protection de la vie privée aujourd'hui de façon un peu différente pour mieux protéger les personnes. Puis ce que je souhaite défendre, c'est d'abord la penser plus largement que par le seul contrôle individuel, démontrer que se rappeler, c'est pas nouveau, que la vie privée a une portée ou un impact collectif. Puis de voir, je pense que c'est le rôle de la société de peut-être mettre des garde-fous ou des limites aux utilisations qu'on devrait faire de l'analyse prédictive. C'est possible, ça, pour la société civile, de mettre des limites? On a l'impression que les choses s'emballent à cause des GAFAM, des grandes
institutions qui maîtrisent les codes de l'intelligence artificielle. Vous êtes optimiste à l'égard de ça ou pas? Oui, puis il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Ce que je souhaite aussi mettre de l'avant, c'est ce qu'on fait beaucoup en Europe, c'est une approche fondée sur le risque. Donc, c'est plus pragmatique, mais quand même, on encadre l'utilisation de l'intelligence artificielle en fonction des risques. Donc, si l'utilisation a des risques plus importants pour l'être humain, ben, on peut aller jusqu'à interdire, limiter ou permettre selon le niveau de risque. Puis ce niveau de risque-là fait appel aussi à ce qu'on juge important. Je parlais de l'éthique tout à l'heure. Ben, en fonction du risque, on regarde ce que ça a, l'impact que la technologie a, puis est-ce que c'est souhaitable ou non en fonction des valeurs qu'on juge importantes. Donc, c'est l'approche un peu qui est en train de se mettre en place dans l'Union européenne, puis je trouve porteuse là, pour penser la protection de Valeurs que l'on juge importantes. Qui juge de l'importance des valeurs? Oui, bien, d'où je pense qu'il y a un débat, d'où la pertinence d'une réflexion collective. Je fais un peu le parallèle entre, je pourrais donner l'exemple aussi de la reconnaissance faciale, haute technologie d'intelligence artificielle, qui soulève des enjeux aujourd'hui. On a la possibilité d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour reconnaître des gens dans des foules, sur l'espace public, de façon très efficace. Parce que les algorithmes, le système a été entraîné à reconnaître les visages. Donc, il suffit de donner une photo pour que le système indique si la personne ou non, avec toujours une probabilité, se trouve dans la foule ou non. Donc, on a cette possibilité-là d'utiliser le système d'intelligence artificielle dans les lieux, dans l'espace public, dans les villes, pour en permettre ou empêcher des crimes, donc toujours au nom de la valeur de la sécurité. Mais ça met en valeur ou ça met en tension plutôt d'autres valeurs, aussi l'anonymat, la vie privée. Donc, d'où la question, est-ce que dans telle situation, la valeur de la sécurité l'emporte sur telle autre valeur? Et là, je pense qu'il y a un débat de sécurité, d'enjeu de débat de société plutôt, où on a à se positionner, bien, quelle est l'importance de telle valeur pour l'être humain? Pourquoi on devrait... Est-ce que l'impact pour la vie humaine, est-ce que ça empêche des libertés? Par exemple, si on observe dans l'espace public, s'il n'y a plus d'anonymat, peut-être qu'il y a des enjeux aussi pour la liberté de manifester, liberté d'association, liberté de culte. Peut-être qu'il y a des gens qui vont s'empêcher aussi de faire certaines activités du fait qu'ils se sentent observés. Est-ce que ça, c'est souhaitable en démocratie? Donc, c'est le genre de questions que soulève l'utilisation de la technologie et auquel on doit réfléchir comme société. Oui, en fait, je pense qu'il y a un véritable enjeu éthique sur cette question de la prédictabilité. En 2001, on portait à l'écran une nouvelle dont on a fait un film qui s'appelle The Minority Report, le rapport minoritaire. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce film où, dans le fond, on avait créé une société qui s'appelait Pré-Crime et puis on était capable de prédire à l'avance un meurtre, on pouvait le prédire quelques minutes à l'avance, un meurtre qui allait avoir lieu, puis finalement, ben, on en arrivait à une société, en fait la ville de New York pour la nommer, qui était sans crime, zéro crime, mais évidemment, ça questionnait justement le rapport à la liberté individuelle, le rapport à la responsabilité, ce qu'on est capable de prédire là, avant même l'intelligence artificielle en santé, par exemple. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, mais à partir du moment où on a pu prédire grâce à la technologie et aux tests, par exemple, dans quel état allait naître un enfant, par exemple, qui pouvait être handicapé dans le sein de sa mère, évidemment, le fait de savoir ça d'avance, ça a un impact direct sur la décision qu'on va prendre de garder ou non l'enfant, mais aussi sur la possibilité de s'abandonner au fait qu'on pourrait peut-être le garder, même s'il y a un handicap, on ne connaît pas nécessairement comment on va s'adapter à la situation par la suite. Il me semble que, si je comprends bien, avec l'intelligence artificielle, si on est capable de décrypter les achats que je vais faire chez Sport Expert pour m'acheter des souliers de course, la fréquence à laquelle je fais ça, on va peut-être tirer un bilan de santé de ma personne en mettant ensemble toutes ces informations qui vont tendre à dire, ben voilà, ce monsieur a plus de chances de vivre plus longtemps parce qu'il fait de l'exercice, alors que je ne l'ai pas déclaré nulle part, parce qu'il prend tel médicament. Donc, vous voyez un peu l'idée... Tout à fait, c'est des bons exemples. Ça montre aussi
l'utilisation multiple de l'analyse prédictive, je donne un exemple aussi terre à terre. Là. Quand on utilise YouTube ou encore Spotify ou Netflix, on nous propose des films. C'est encore une fois l'analyse prédictive là, qui est en jeu. On se base sur les films qu'on a consultés. La machine est entraînée ou à une banque de données où les gens qui ont vu tel film ont préféré tel autre film. Et donc, sur cette base-là, peut nous faire des prédictions. Et ça, c'est une chose de nous faire des prédictions de films ou nous faire une prédiction de chansons parce que l'impact sur la vie humaine est moindre. C'est moindre, oui. C'est autre chose que de vouloir prédire si la personne est à risque de commettre un crime puis de l'arrêter d'avance ou encore de prendre des décisions sur l'enfant à venir s'il risque... Parce qu'on est toujours, il faut se le rappeler, dans des probabilités. Donc, c'est pas une science exacte. Et je trouve que si ça a des impacts importants sur la vie humaine, il faut être d'autant plus prudent pour l'utilisation de ces outils-là. Puis dans le domaine de l'éducation, c'est également des questions qui se posent. De plus en plus, on envisage, même on utilise l'analyse prédictive pour essayer de prédire les étudiants ou les étudiantes à risque d'échouer. Et pour l'idée derrière ça, c'est de ne pas attendre qu'ils soient confrontés à des difficultés, à des échecs. Si on peut le prédire d'avance, on pourrait proposer des mesures personnalisées. Ça soulève plein de questions parce que étiqueter à l'avance une personne comme étant décrochable, bien, quel impact ça a sur la personne? Ouais. Quel impact ça a sur le professeur? Puis on se rappelle que c'est un peu l'effet Pygmalion. Souvent, en sachant qu'on a telle conception, ça oriente nos actions, nos décisions. C'est pas donner la chance au coureur. On est il y a un risque biaisé. d'erreur, on est biaisé un petit peu. Donc, ça soulève des belles questions. Il semble y avoir des avantages, mais aussi des inconvénients, surtout lorsque le système n'est pas 100% fiable. Puis en lien avec le film, il y a eu une expérimentation aux États-Unis, le système ou l'algorithme Compass. On a développé ce système-là pour essayer de prédire le risque de récidive. Donc, c'était utilisé pour les juges qui avaient à remettre ou non en liberté. un criminel là, qui avait été jugé en liberté ou non, ou déterminer un peu la peine ou le suivi à donner. Et donc, l'intelligence artificielle, on utilise les données du passé, donc c'est ce qu'on a fait. Puis on s'est aperçu aussi que les données, on pense que les données, c'est neutre, l'intelligence artificielle, c'est objectif. En fait, on utilise les données du passé qui contiennent des biais. Donc, ce qui s'était produit, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les personnes de couleur noire avaient systématiquement un taux de récidive annoncé plus élevé parce que dans l'historique des données, malheureusement, aux États-Unis, à ce moment-là, il y avait eu des préjugés racistes ou des traitements inégaux. Et donc, en utilisant ces données-là dans le système d'intelligence artificielle, on ne faisait que reproduire... C'est ça, le système, lui, il ne peut pas discerner. Non. Il traite l'information avec la quantité que c'est fourni et puis il fait des inférences à partir de ça. C'est un peu... ça fait peur un peu, non? Tout à fait. C'est d'où les risques là, de biais, de produire des discriminations basées sur des motifs interdits. J'ai parlé tantôt qu'on peut prédire, mais c'est jamais certain. Donc, d'où les précautions de les utiliser avec prudence, dans des contextes qui n'ont pas d'impact trop important sur la personne, puis qu'on puisse s'assurer que les valeurs qu'on juge importantes pour l'être humain soient préservées. Questions, commentaires ou objections, rejoignez Louis-André Richard à repère@le-verbe.com. Quand je vous écoute, j'ai le goût de vous relancer la question suivante. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui vous dirait l'intelligence artificielle, c'est tout sauf intelligent? Bien sûr, tout dépend de ce qu'on nomme l'intelligence. Je peux peut-être me permettre, si on a un peu de temps, pour vous donner l'exemple. C'est une question qui se pose de tout temps. Alan Turing, qui est un des pionniers là, de l'informatique,
qui a vraiment contribué au développement de l'ordinateur, celui qui a développé le super-ordinateur, qui a réussi à déchiffrer la machine Enigma des nazis là, lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui a rejoué un rôle déterminant dans la fin de la guerre, avait écrit un article en 1950. L'article, c'était « Est-ce que les machines peuvent penser? » Ce que nous propose Alan Turing dans son article, c'est un test comportemental qui, selon lui, permet de déterminer si la machine pense ou non. Le test est le suivant. Mettons un être humain dans une salle, un ordinateur dans une autre salle, puis une troisième personne qui a à communiquer par écrit avec l'ordinateur et avec l'être humain. Si ce troisième humain-là n'est pas capable de déterminer si je parle à un être humain ou à un ordinateur, bien, on devrait conclure, pense Turing, que la machine pense. Ben oui. Parce qu'elle est capable de réaliser les mêmes tâches qu'on juge intelligentes. Fait que pourquoi on attribuerait l'intelligence à l'être humain, le mérite à l'être humain et pas à la machine? Donc ça, c'était l'argument d'Alan Turing. John Searle, un philosophe américain qui s'est beaucoup intéressé à la philosophie de l'esprit, aux années 1980, proposait un contre-argument qui a nommé l'expérimentation de la pièce chinoise. Et le principe est simple. On met quelqu'un dans la pièce avec un système de code très détaillé. De sorte que quand on lui envoie un message en mandarin, il ne fait qu'appliquer le code, même s'il ne parle pas un mot de mandarin, s'il ne comprend rien du mandarin, mais il peut reproduire efficacement, grâce au livre de code, le message. Donc, quelqu'un de l'extérieur de la pièce, qui ne voit que le message entrer et sortir, va dire, voilà quelqu'un qui parle mandarin, qui comprend le mandarin. Mais John Searle lui dit, c'est pas suffisant de voir juste de l'extérieur s'il y a efficacité, si on peut traiter l'information comme l'être humain. Encore faut-il qu'il y ait l'intentionnalité. C'est le concept mis par John Searle en disant, penser, c'est pas juste traiter de l'information, c'est traiter de l'information avec compréhension. Puis comprendre, c'est avoir les concepts doivent avoir une référence. Donc, si pour moi, je parle de café, bien, je sais ce que ça fait que boire du café, ça a une représentation, ça a un sens pour moi. Et donc, John Searle concluait qu'on ne peut pas dire qu'une intelligence artificielle, comme ChatGPT aujourd'hui, est intelligente, parce que oui, traite de l'information de façon efficace, mais ne comprend pas ce qu'elle pense, n'a pas l'intentionnalité. Donc, les concepts qu'elle utilise n'ont pas de référence dans la réalité. Il n'y a pas d'autres ont mis de l'avant la notion de conscience aussi, donc ne le fait pas avec conscience. Donc, encore, tout dépendant de comment on définit, là, je reviens à la question de l'intelligence. Si on dit que l'intelligence, c'est tout simplement du traitement de l'information, on pourrait conclure que oui, l'intelligence artificielle est intelligente. Mais l'intelligence, n'est-ce pas plus que ça? N'est-ce pas traiter l'information soit avec intentionnalité ou avec conscience? Ben oui, c'est ça, parce que comme vous le dites, de toute façon, si la seule norme, c'est le traitement de l'information, la machine est beaucoup plus intelligente que l'être humain. Ce qui m'amène, alors je suis un peu rassuré par votre réponse, la question de la conscience me semble fondamentale. Puis dans un article que vous avez écrit, à un moment donné, vous faites la mention du droit à l'intériorité. Et comme étant peut-être un des critères venant baliser la manière dont on se comporte avec la machine. Vous pouvez nous en dire plus un peu sur cette question du droit à l'intériorité? Oui, c'est pas un concept que... C'est pas un concept juridique, j'entends, là, mais... Que j'ai inventé puis qui n'est pas juridique. C'est dans la littérature, justement pour préciser le droit à la vie privée, au regard des risques de l'analyse prédictive dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de deviner des états, des pensées, des idées que j'aurais à l'intérieur, que je ne souhaite pas que ça soit divulgué. Comme le droit à la vie privée semble, en tout cas, de la façon dont il est conçu actuellement, limité à protéger la personne, certains auteurs ont mis de l'avant cette idée de raffiner le droit à la vie privée pour parler aussi d'un droit à l'intériorité. Comme si les idées que j'ai, mon état intérieur, mes émotions, bien, ça m'appartient, ça relève de mon intimité, qu'on devrait préserver ça. On devrait, au nom de l'autonomie, au nom de la dignité humaine, au nom de valeurs, faire en sorte que je puisse avoir le contrôle et qu'on n'ait pas accès.
que l'enjeu des outils d'analyse prédictive, c'est de plus en plus d'être capable de deviner ces états-là. Donc, d'où l'idée de protéger ça davantage en précisant qu'on aurait un droit à l'intériorité. Donc, c'est un peu ce qui est entendu dans la littérature. Vous avez une idée de comment ça pourrait, je dirais, se matérialiser, un droit pareil? Comment rendre ça opératoire, là? Ça m'apparaît un peu difficile. J'ai parlé tantôt des limites du contrôle individuel et en même temps les avantages sociaux collectifs de protéger la vie privée. C'est la vie privée, la protéger, c'est assurer des libertés importantes pour la démocratie. Et donc, il y a des avantages sociaux, d'où la proposition que je souhaite défendre de protéger la vie privée par des mesures sociales. Un peu comme, je vais donner 2 exemples, le droit, qu'on a en anglais, le copyright. Oui, le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est un droit qui appartient à l'individu, mais d'un point de vue pratique, il est très difficile de pouvoir contrôler qui a accès ou qui peut utiliser mon texte ou non, d'où une gestion collective où on a mis en place des contrôles, où on veut dire telle utilisation des textes n'est pas souhaitable, telle utilisation peut être souhaitable, par exemple dans un contexte pédagogique. Et donc, à l'échelle de la société collective, on s'est donné des balises pour dire ça, c'est acceptable ou non, en fonction de telle norme, telle valeur. Je pense pour la vie privée, étant donné l'impact que le partage individuel des données a sur les autres et à l'échelle de la société, et les avantages sociaux de la protection de la vie privée, on devrait envisager une telle protection de balises là, qui permettrait, en fonction des risques, comme je le disais tout à l'heure, de permettre certaines utilisations et d'autres. Et là, c'est là qu'on pourrait intégrer des inférences qui permettent d'obtenir des informations sur l'orientation sexuelle, sur les idées politiques, les choix religieux, devrait être interdit, puis de mettre des balises à l'échelle de la société, non pas s'en remettre seulement au contrôle ou à la décision individuelle. Ou à la décision des corporations qui profitent de ça, parce que là, il y a comme un autre niveau. Je voyais, en lisant un des articles que vous avez écrit, qu'il y avait une distinction sur la vie privée en termes de vie personnelle, territoire et puis monde informationnel. C'est dans l'ordre de l'informationnel qu'il faut intervenir, hein, c'est ça? Oui. La vie privée, c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental qui a 3 facettes là, reconnues au Canada, là, entre autres, dans la littérature aussi, où on distingue la vie privée relève de l'individu. L'individu a la capacité de prendre des décisions en ce qui concerne son corps, en ce qui concerne aussi les lieux qu'il fréquente, donc son domicile. On devrait préserver une certaine intimité à la maison. Donc, on ne devrait pas avoir accès, ou c'est pas tout le monde qui peut avoir accès ou fouiller au foyer, le domicile. Et même chose par rapport aux informations. Donc, c'est comme une facette du droit à la vie privée, là, le droit informationnel. Et c'est la facette du droit à la vie privée qui est le plus menacée par les technologies d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et c'est là que vous faisiez le parallèle avec les droits d'auteur. L'exemple du droit d'auteur, moi, c'est un exemple qui me parle parce que ce que ça met, vous me corrigez si je me trompe, là, ce que ça met en jeu, c'est la reconnaissance de la connaissance, de l'information comme étant un bien partageable à tous. Et en parallèle, l'effort individuel que j'aurais déployé pour écrire un livre, par exemple. Le livre m'appartient jusqu'à un certain point, mais l'information qu'il contient serait, je dirais, à communiquer à tous. Un peu comme, traditionnellement, on peut faire un don de sang. Le sang nous appartient, mais il ne nous appartient pas comme un objet extérieur à nous, là. Et généralement, si on fait un don, on fait un don. On ne va pas vendre son sang, on va le donner parce que ça participe à quelque chose de commun, en fait, là. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Il me semble qu'il y a une piste là, je le dis sans aller plus loin, mais qui doit jouer dans ces considérations-là, je dirais. Oui, puis je pense que c'est un peu comme ça qu'on doit voir la vie privée, comme oui, un bien individuel, mais un bien qui, si on le protège, ou si on protège ce droit-là chez chacun des individus, c'est la société en général qui en bénéficie. D'où, je pense, la justification de pouvoir, à un niveau de la société, intervenir pour protéger le droit à la vie privée des individus
On est dans un système où on est de plus en plus en réseau. La distinction entre ce qui relève de ma vie privée, de la vie publique, est de moins en moins claire, s'efface de plus en plus. D'où cette idée de penser la vie privée d'une façon plus collective, en fonction de mes relations sociales. La vie privée, c'est pas... on peut le penser un peu dans une conception où je la pense dans un retrait de la société. Individualiste. Oui, mais en même temps individualiste, mais je pense qu'il faut la penser de façon intégrée. Donc, en quoi... comment penser la protection de la vie privée dans un contexte où je suis en réseau avec d'autres personnes, donc d'où les utilisations qu'on peut encourager et non. Puis entre autres, pour la santé, c'est souhaitable que, j'ai parlé beaucoup des effets négatifs ou préoccupants de l'analyse prédictive, mais en santé, il y a beaucoup d'avantages. On peut prédire de façon individuelle la santé personnalisée, donc on peut prédire, annoncer des cancers de façon plus précoce, mais ça, c'est souhaitable là, pour chaque individu puis pour la société. Donc, il faut voir quelles sont les utilisations qui sont souhaitables ou non. Je reviens avec le rôle de réflexion de l'éthique. C'est ça à travers l'intelligence artificielle. Vous avez une très belle expression dans ce que j'ai lu, de ce que vous avez écrit. Vous parlez de l'aventure solidaire. Je ne sais pas si c'est de vous ou de quelqu'un d'autre, mais je trouvais que c'est très évocateur du projet que vous décrivez. Par contre, moi, en lisant ça, je disais, il y a comme deux opposés clairs, l'aventure solidaire contre l'aventure solitaire, je dirais, quand on ramène tout à l'individu. Mais dans la sphère de cette aventure solidaire, il me semble que, pour le prof de philo que je suis, une vraie question entre l'intérêt général d'une part et le bien commun de l'autre. Je m'exprime puis vous réagirez. Dans le fond, l'intérêt général, ça pourrait, si je prends l'exemple du sang que je donnais tantôt ou de la propriété intellectuelle, ça pourrait être de dire, bien, l'intérêt général, ça pourrait être de dire, comme il y a un manque de donateurs, par exemple, de sang, bien là, on va rendre monnayable, non plus un don, mais un service qu'on va vendre pour assurer une banque de sang qui va satisfaire le plus grand intérêt de tous. Et si je regarde le même exemple en fonction d'une recherche de bien commun, ce que recherche est un bien, il ne serait peut-être pas certain que j'accepterais d'aller jusqu'à vendre quelque chose qui, d'une certaine manière, ne m'appartient pas. Enfin, ça fait un peu grandiloquent, là, mon truc, mais je ne sais pas si comment vous réagissez à ça. C'est-à-dire, est-ce que vous assimilez la recherche du bien commun à l'intérêt général? Moi, j'ai tendance à dire que non, parce que l'intérêt nous ramène d'une certaine façon quand même plus proche de l'individu que du tout. Enfin, voilà, je vous écoute. Oui, tout à fait. Bien, l'expression aventure solidaire, c'est pas de moi, c'est de Yves Poulet, qui est un juriste qui a une longue carrière, puis qui s'est beaucoup étudié et consacré à la question de la vie privée et qui a beaucoup aussi... m'a beaucoup inspiré là, dans plusieurs de mes idées là, sur la protection de la vie privée. Aventure solidaire parce que ça rejoint, là, je fais juste le lien avec ce que j'ai dit précédemment, que de plus en plus, étant donné le contexte en réseau où on se trouve, bien, et étant donné les données qui sont déjà publiées et étant donné les outils, on peut donc davantage deviner ou avoir un impact sur ce que je publie par rapport aux autres. Maintenant, c'est une bonne question, belle distinction entre le bien, l'intérêt général, le bien commun. L'intérêt général, c'est souvent en fonction d'une société précise pour le bon fonctionnement du groupe. Donc, on regarde qu'est-ce qui va dans le sens de l'intérêt général. On peut prendre des décisions pour une société à un moment précis en fonction de cet intérêt-là. Le bien commun étant davantage ce qu'on recherche puis qui permet l'épanouissement de la personne humaine, puis des biens qui peuvent être partagés. L'éducation, c'est un bien commun parce que c'est quelque chose qui contribue au développement de la personne humaine, à son épanouissement, puis qu'on peut aussi... Qui profite à tous. J'aurais tendance à dire que la vie privée est un peu dans ce sens-là. C'est quelque chose qui relève de l'individu, mais que... en la protégeant, bien, ça profite à tous. Une démocratie est riche si on a des citoyens qui se sentent libres de participer, contribuer à émettre leurs opinions de façon à l'oral, mais en action aussi, qui participent donc aux décisions.
Je pense qu'il y a donc un avantage, un bien commun du côté de... Maintenant, on peut décider du type de protection à accorder en fonction de la vie privée. Et là, on serait plus dans l'intérêt général. Peut-être pour certaines sociétés, il vaudrait mieux protéger de cette façon-là le droit à la vie privée. C'est ce qu'on voit actuellement. On n'est pas tous au même niveau, où les mesures ne sont pas les mêmes. Puis là, on vise davantage peut-être l'intérêt général pour cet aspect-là, ce bien-là qu'on juge de la vie privée. Notre conversation très passionnante file et on arrive tranquillement vers la fin. Je voudrais beaucoup vous entendre sur ce que vous appelez l'intégrité contextuelle. Ça, c'est une notion qui m'a beaucoup frappé. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Alors, dans un premier temps, j'aimerais bien que vous me décriviez qu'est-ce que c'est que l'intégrité contextuelle. C'est un concept qui est mis de l'avant par une philosophe américaine du nom de Hélène Nissenbaum. Et Hélène Nissenbaum, dans son livre de 2010, part du constat que la protection de la vie privée via le contrôle individuel dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est trop restrictif, c'est trop limité. Il faut penser autrement la protection de la vie privée. Et elle propose de comprendre la vie privée comme la circulation qui reste un flux d'informations appropriées. Donc, la vie privée, elle est respectée lorsque les informations circulent de façon appropriée. Donc, vous devinez qu'est-ce qui est au cœur de qu'est-ce que c'est qu'être approprié. Voilà. Et donc, ce qu'ajoute Nissenbaum, c'est en fonction des normes sociales. Les normes sociales, pour en juger, il faut regarder plusieurs paramètres, donc des paramètres clés qu'elle met de l'avant. Si on a à juger de la circulation des informations, il faut se demander, c'est à propos de qui? Qui envoie de l'information? Dans quel but on l'utilise? Sous quel mode, etc. Et ce qu'elle propose, c'est de penser donc le flux d'informations dans une société comme la nôtre où les informations circulent de façon tellement rapide que le contrôle individuel ne semble pas efficace, mais en même temps, il y a des utilisations qui sont souhaitables pour la société, pour les individus en santé, d'autres qui ne le sont pas. Donc, elle nous amène à penser autrement la vie privée, comme s'assurer que l'intégrité, donc les normes, dans des contextes précis, soient préservées. Elle va prendre, par exemple, un contexte, c'est l'éducation, ou un contexte médical. Donc, ce que nous dit Nissenbaum, par exemple, il peut être approprié dans un contexte de partager certaines informations, puis pas dans un autre contexte. Par exemple, je consulte mon médecin, il peut être approprié, dans ce contexte-là, de lui divulguer des informations sur le type de relation sexuelle que j'ai, étant donné les soins qu'il a à m'apporter, etc. Par contre, dans un autre contexte, si je suis en contexte de processus d'embauche et que mon employeur me pose des questions sur le même type d'information, dans tel contexte, ne conviendrait pas. Ça ne serait pas approprié. Donc, c'est un peu l'exemple que donne Nissenbaum pour dire, au-delà du contrôle individuel, il faut penser la circulation des informations en fonction des contextes et des normes pour voir ce qui est approprié ou non. Et sans entrer dans les détails, c'est ce qu'elle propose comme théorie. Et je pense, moi, que c'est une piste intéressante auquel je m'intéresse pour penser la vie privée dans le contexte actuel. L'intégrité, si je vous comprends bien, elle repose d'abord et avant tout sur l'individu. C'est lui qui va déterminer la pertinence de dévoiler ou pas l'information, non? Bonne question. Et non, parce que l'individu n'a seulement un des paramètres. Oui. Donc, les paramètres clés, il y a l'information, l'individu dont on parle, l'individu qui utilise l'information, sous quel mode s'est transmis l'information, quelle est la finalité, le pourquoi on l'utilise. Et donc, c'est ces paramètres-là pour lesquels il faut préserver l'intégrité et non pas seulement l'utilisateur. Donc, on sort d'une mécanique un peu « je décide si c'est approprié ou non à mon sujet ». Donc, on sort de ça pour voir l'impact de façon plus générale de cette utilisation de l'information en fonction des normes contextuelles, des pratiques qui sont. Alors, le discernement, il va reposer sur le chercheur, sur quelle est l'instance dans la société
qui va être capable d'être le mieux en mesure de se prononcer sur l'intégrité en vertu du contexte. C'est un regard extérieur, ouais, ça, non? C'est vraiment un cadre théorique qui est proposé pour être pratique. C'est-à-dire que ça peut être utilisé, ce cadre-là, pour mesurer la perception des gens, ce qu'ils jugent approprié ou non. Ce cadre-là a été utilisé beaucoup dans le contexte de la COVID, où on utilisait, donner une des études là, pour lesquelles ça a été employé, pour l'utilisation des passeports vaccinaux. Qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, on peut utiliser ce cadre théorique pour vérifier auprès des gens. Puis c'est un cadre qui est efficace parce qu'on permet de proposer une série de vignettes aux gens en disant, si on utilise votre passeport vaccinal pour telle utilisation, que ce soit à l'aéroport, que ce soit pour aller au restaurant, pour aller dans un spectacle ou pour aller à l'école. Donc, sous tel mode, est-ce que c'est confidentiel, comment c'est consulté, par qui? On peut proposer une série de vignettes aux gens pour être capable de mesurer quelles sont les attentes des gens au regard de leur vie privée dans un contexte nouveau. Donc, c'est un outil qui est pratique pour mesurer les attentes. On parle beaucoup en droit du concept de ce qui est raisonnable, ce qui ne l'est pas. On peut l'utiliser pour essayer de déterminer ce qui serait jugé acceptable ou non. On peut l'utiliser aussi pour, donc dans différents contextes, là, donc par rapport aussi aux nouvelles technologies, on pourrait utiliser le même cadre théorique au regard de la vie privée en disant, si on utilise, si on infère des informations, telle information sur vous, mais que c'est utilisé par une équipe de recherche ou c'est utilisé par une compagnie de publicité ou c'est utilisé par... Bon, est-ce que ça fait une différence? Qu'est-ce qui est souhaitable? Et donc, parvenir à pouvoir encadrer la vie privée en fonction de ce qui semble être acceptable ou non. C'est pas... je montre, par contre, que c'est pas tout, parce qu'il peut y avoir des utilisations qu'une société à tel moment jugerait acceptables, mais qui ne seraient pas à une autre société. Donc, d'où le besoin de compléter là, cette théorie-là. Puis c'est là que je propose là, d'autres pistes. Un citoyen ordinaire, oui. Là, dans quelle mesure est-ce que je peux contrôler les informations que je divulgue? D'après ce que je comprends, quand je vais sur Facebook, quand je vais à mon insu, on récolte des tonnes d'informations. Est-ce qu'il y a moyen de... J'avais l'impression, moi, par exemple, que quand j'accepte les cookies, là, en fréquentant un site, en faisant ça, je donnais une autorisation qui allait avoir des effets bien autres que seulement la fréquentation du site en question. On est à la merci complètement de ça ou on peut faire quelque chose? Bien sûr, la sensibilisation de l'éducation, c'est toujours un moyen. Donc, il faut être le plus informé possible. On parlait des cookies. Les cookies, c'est des petits fichiers là, qui récoltent de l'information sur notre passage. Donc, ça peut être très utile si, par exemple, on consulte un site que le site puisse reconnaître nos préférences. Après, on retourne dans la langue qu'on avait choisie, puis c'est plus simple. Ou on peut même enregistrer nos identifiants parfois. Bon. Par contre, il faut se rendre compte qu'il y a différents niveaux de cookies, puis il y a différents niveaux d'acceptation. On n'est pas toujours au courant de ce qu'on accepte. C'est ça, oui. En même temps, on n'a pas toujours le choix, parce que si on n'accepte pas les cookies, on n'a pas accès au site. Fait on est dans une situation où c'est pas toujours simple là, c'est vrai, c'est pas toujours simple pour la personne de vraiment comprendre quelle information va être utilisée, dans quel contexte, par qui. Il existe aussi des moteurs de recherche qui récoltent moins de données. Donc, ça, c'est une autre façon là, de s'assurer que notre navigation laisse moins de traces numériques. Là. Je pense que moi, j'utilise un qui s'appelle Kant. Il semble-t-il qu'il fournit moins d'informations que Google, par exemple. Oui, c'est ça qui récolte moins d'informations. Okay, c'est une façon de faire. Écoutez, on est presque déjà rendu à la fin. J'aurais 1000 autres questions, mais je vous remercie beaucoup. C'est très éclairant un peu tout ce dont on a discuté. J'ai le goût qu'on se laisse sur une citation d'Evgeny Morozov, qui a fait son doctorat à Harvard, vous savez, qui est cette formule lapidaire, mais tellement intéressante. Pour sauver le monde, cliquez ici.
Mais moi, je dirais, pour mieux comprendre ce monde dans lequel nous sommes inscrits avec l'intelligence artificielle, profitez de l'écoute de ce balado. Merci beaucoup, Sylvain Auclair, de vous être prêté au jeu. C'était un plaisir, merci. Repère est produit par l'équipe du Verbe Média. 100% indépendant et gratuit, le Verbe a pour mission de conjuguer foi et culture contemporaine. Visitez leverbe.com pour découvrir toutes nos productions et faire un don.